accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle. Pour Xi Jinping, il est important que le peuple ouïghour soit totalement soumis et inféodé au pouvoir chinois, ce qu'ils n'ont finalement jamais été. C'est un peuple de résistants. Dans cette étude d'une quarantaine de pages, l'Institut épingle 83 marques issues de l'industrie du textile, de la technologie et de l'automobile. Des marques connues dans le monde entier. La Chine, elle aimerait bien présenter ces camps de concentration comme centre de rééducation où on vit dans une situation de éradication de l'identité ouïghour. Plus d'1 million de personnes seraient actuellement détenues dans ces camps. Salut. Bon, mais quelle belle entrée en matière. Non, en vrai, c'est surtout pour te dire que cette vidéo, elle a pas pour but de t'accuser toi, qui est en train de la regarder. Elle est pas moralisatrice, je veux pas te faire culpabiliser. Tout d'abord parce que j'ai moi-même été consommatrice des marques dont on va parler. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et cette vidéo, c'est un petit peu ma pierre à l'édifice du consommer plus responsable. Je me lève de mes péchés, quoi. Bon, lui c'est Hazar, un jeune Ouïghour de 21 ans que tu vas retrouver un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant, et pour comprendre bien son histoire, je te propose de contextualiser tout ça. Minuit 37 au moment où je tourne cette vidéo, je t'emmène avec moi au Xinjiang, ou Xinjiang, ou... Xinjiang. Ouais bah on va dire comme elle alors. Le Xinjiang est à l'extrême ouest de la Chine. Il compose une des 5 provinces autonomes de celle-ci. Pour te donner un ordre d'idée, c'est 1/6 du pays, sachant que le Xinjiang fait 3 fois la France. On parle de plus d'1 660 000 km² de territoire. 1 660 000 km² de terre ultra fertile et riche en ressources monnayables. La moula. On parle là de beaucoup de pétrole, soit 22% des réserves chinoises. Ok. 28% du gaz chinois provient du Xinjiang, quand ce chiffre s'élève alors à 40 quand il s'agit du charbon. Ça fait beaucoup là, non? Oui, beaucoup d'argent. En gros, le Xinjiang, en plus d'être le beau gosse à qui tout réussit, il est super bien entouré. Il a 8 voisins méga stylés, comme des Afghans, des Kazakhs, des Kirghizes, des Russes, des Mongols, des Pakistanais, des Hindous ou même des Tadjiks. Puis le truc cool, c'est qu'il est une porte d'entrée sur l'Europe aussi. L'Europe et sa culture, ses paysages. Et ses consommateurs. Et d'ailleurs, en parlant de l'Europe, Pékin et notamment son dirigeant Xi Jinping ont carrément décidé d'intégrer le Xinjiang à leur projet très fat des nouvelles routes de la soie, où le territoire y serait un passage incontournable. Bon, après Pékin a peut-être omis de demander l'avis aux principaux intéressés. Bah ouais, imagine, ils sont pas chauds genre. Ces grands oubliés de la nation, ce sont les habitants du Xinjiang eux-mêmes, principalement le peuple ouïghour qui compose 80% de la population en 1950. Sans oublier les Kazakhs, nombreux eux aussi, qui subiront le même sort que leurs homologues ouïghours. Bon alors en clair, on parle de qui? Les Ouïghours, c'est un peuple turcophone d'Asie centrale aperçu pour la première fois au 8e siècle de notre ère. Et dites-vous que ça fait 14 siècles qu'ils sont posés au Xinjiang. On est sur un terre-terre ancestral. C'est également un peuple religieux qui a fait connaissance avec l'islam au détour de nombreuses discussions avec des marchands en provenance du Moyen-Orient au cours du XIIIe siècle. Dès lors, ils en sont tombés amoureux et leur foi ne les a plus jamais quittés. Donc en résumé, c'est une minorité chinoise par rapport à la majorité, que l'on nomme les Han, qui est le peuple historiquement chinois. Mais alors problème, eh oui, il faut bien un problème, sinon je peux pas faire de vidéo moi. Les Ouïghours ne s'estiment pas chinois, de par leur divergence linguistique, culturelle et même historique. Suite logique des choses, ils ont soif d'indépendance. C'est toujours comme ça que ça se passe. La création d'un Turkestan oriental, comme les Ouïghours le nomment, a eu lieu 2 fois au cours de leur histoire. La première en 1933, qui s'écroule en 6 mois, pour des raisons économiques. Hey, hey, la grosse moula, poursuivie par les méchants. La seconde en 1944, qui durera quant à elle 5 ans. 5 ans d'espoir anéantis après que Mao Zedong prit les rênes de la Chine, annexant de nouveau le territoire quelques années plus tard. Puis Zedong déclarera en 1955 le Xinjiang comme région autonome ouïghour. En vrai, ce titre, c'est que du bullshit.
La vérité est ailleurs, dans un monde où jouir de ses libertés n'est qu'un leurre, une utopie distractive dans laquelle on aime se perdre à parler et débattre pendant de longues heures. Petit aparté historique. S'ensuit une période sombre pour la Chine de Mao. Déterminé à industrialiser une Chine encore très paysanne, il l'amènera à sa perte en déclenchant une des plus grosses famines du XXe siècle, tuant entre 30 et 55 millions de personnes, et retardant de 20 ans l'évolution économique et industrielle de son pays. Bon, on accélère un peu dans le temps et nous voilà dans les 80s. La Chine sort enfin la tête de l'eau et est déterminée à se faire de nouveaux potes, et donc à s'ouvrir au monde. Seulement pour ce faire, elle doit être unie, et c'est pas le cas. En effet, les minorités, même 30 ans plus tard, sont toujours dissidentes et risquent de poser de gros problèmes à Pékin dans ses futurs projets internationaux. Pour endiguer le problème, la Chine va jouer sa carte sinisation. Mais ça veut dire quoi siniser exactement ? Selon le petit Robert, alors, répandre la civilisation chinoise dans un pays. Il y a quand même un mot pour ça, c'est pour dire le niveau. Bon, dans les faits, on propose des postes attrayants avec de bons salaires et également de bons logements. On propose tout ça à des Han pour qu'ils viennent s'installer au Xinjiang. Ce qui a pour effet, je te le donne en mille, de diluer la population. Oui, c'est une colonisation interne. Why are you running? Et c'est seulement ça s'arrêtait là. On signise un endroit en lui ôtant toute son identité culturelle. Ça va de l'interdiction de s'exprimer par la langue locale au profit du chinois à la proscription de tout signe distinctif, qu'il soit culturel ou religieux, tels que le voile, le Coran ou même participer à des meshrep, qui sont les fêtes traditionnelles ouïghours. En gros, on tue tout ce qui fait l'identité d'une minorité pour qu'elle se conforme à ce qu'on attend d'elle. Silence. Et le problème avec la répression, c'est qu'elle engendre inévitablement des groupes séparatistes au sein de la minorité réprimée en question. Et ces groupes répondent généralement à ces injustices par de la violence, en orchestrant notamment des attentats. Février 97, des Ouïghours font exploser 3 bombes dans 3 bus d'Urumqi, la capitale du Xinjiang, tuant 28 personnes. Janvier 99, 29 Ouïghours sont arrêtés et accusés d'avoir orchestré des émeutes contre Pékin. Mais c'est le 11 septembre 2001 qui va tout faire basculer. Pour rappel, il s'agit d'un attentat orchestré par le groupe terroriste islamiste Al-Qaïda, basé alors à l'époque en Afghanistan. Pékin va s'emparer très vite de l'actu, jouant sur la corde sensible de la peur. Ça y est, ils ont une bonne excuse pour réprimer les minorités musulmanes, l'extrémisme religieux, maladroitement associé à l'islam dans un abus de langage populaire. Et c'est là que l'enfer commence. C'est là que la partie prend une toute autre tournure. Alors en effet, il y a eu des attentats organisés par des Ouïghours, et c'est mal. Mais paradoxalement, il n'y en a visiblement pas eu assez. En tout cas selon Pékin, qui s'impatiente de ne pas pouvoir enrayer plus rapidement cette population qu'il ne considère pas. C'est alors que les arrestations arbitraires, pour des motifs tout aussi approximatifs, vont se succéder. Ça peut aller de ton prénom à la taille de ta beubare, genre. C'est chiant. Toute cette mascarade dure alors jusqu'en 2009, où la situation vire au chaos. Ouvre bien grand tes oreilles. Le 5 juillet 2009, une manifestation prévue et annoncée se tient à Urumqi et réunit plus de 3000 Ouïghours et Kazakhs qui manifestent principalement contre les abus quotidiens dont ils sont victimes. Mais selon des témoins, des policiers d'origine Han envoyés par Pékin se seraient alors déguisés en Ouïghours, se mêlant à la foule. Ceux-ci étaient détenteurs d'armes blanches. Tu me vois venir. Ils commencèrent à attaquer les manifestants, créant ainsi une rixe interethnie. Le but était bien sûr de légitimer une intervention policière et pourquoi pas militaire dans un mouvement bien trop pacifiste. Et ainsi de discréditer la parole ouïghour à l'international. Et des histoires comme ça, il y en a plein d'autres. En résumé, la Chine veut avoir la main mise sur le Xinjiang dans une stratégie économique bien huilée. Mais face à elle, la dissidence ouïghour qui ne s'affaiblit pas malgré les années de répression. C'est là que les vieux démons assassins de l'humanité refont surface, ces apathiques sanguinaires qui ne voient plus que par le prisme de la haine. Bienvenue dans l'enfer du goulag chinois. Bon, déjà quand on parle de ça, on parle de quoi exactement ? Il s'agit en fait d'énormes complexes clôturés, parfois d'anciennes prisons réhabilitées, parfois ce sont des bâtiments comme sortis de terre en l'espace de quelques mois seulement. Comme j'accorde une importance toute particulière à la sémantique, on va appeler un chat un chat. Ce sont des camps d'internement forcés, de travail forcé. On y inflige des sévices comme de la torture, des viols, on y commet l'irréparable faim. Ces sanctuaires de la mort existeraient depuis 2014 et on estime qu'actuellement il y aurait entre 1 et 3 millions de détenus ouïghours et kazakhs notamment.
Ces chiffres sont durs à obtenir car aucun organisme indépendant n'arrive à se rendre sur le terrain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine a reconnu publiquement l'existence de ces camps en 2018, mais nie leur caractère obligatoire. Officiellement, selon Pékin, il s'agit de centres de déradicalisation douce, par l'accès à la formation professionnelle, attention, et bien sûr basé sur le volontariat. Et officieusement, selon de nombreux rapports d'investigation, on est davantage sur un génocide culturel, ou génocide tout court, les experts ne s'accordant pas encore totalement sur le terme à employer. Là, je tiens à faire une parenthèse. C'est très important car tout ce qui va suivre est issu de nombreux témoignages car on manque cruellement de preuves tangibles. J'ai donc conservé ce qui ressortait le plus à chaque fois. Et il est important de comprendre qu'un témoignage n'est pas un fait historique, qu'il s'agit d'une vérité parmi tant d'autres. Mais si un témoignage ne peut pas être utilisé comme preuve, il peut l'être comme complément à des faits avérés. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas vrais. Non, il faut juste toujours tout remettre en question et ne jamais rien prendre pour vérité générale. Bon, il se passe quoi dans ces camps ? Quand en France, nos journées sont rythmées par un certain degré de liberté, pour eux, il n'en est rien. Selon divers témoignages, la journée type d'un prisonnier dans ces camps est fractionnée en une dizaine de temps. 5 heures. Lever aux aurores et rapide toilette de 10-15 minutes. Car oui, les Chinois tiennent à ce que les prisonniers soient impeccables, du moins sur les vidéos de propagande. 6 heures. La fameuse cérémonie du lever de drapeau et ses doux chants patriotiques qui l'accompagnent. T'imagines, la bande-son de ta morning routine, c'est la Marseillaise. La Marseillaise, mon pote. La flemme de ouf. 7 heures. Les cours commencent, mais c'est pas tes cours. Mandarin, us et coutumes chinois, déradicalisation, histoire de la Chine, sauce magique beau gosse, tout y est pensé dans ce système de l'oubli. On ne sait plus qui croire, qui écouter, ni même qui l'on est. 9 heures. Contrôle sur le cours qui vient d'avoir lieu avec un système de bons points. Sauf qu'à la clé, c'est pas une image d'antilope que tu gagnes, mais un potentiel ticket pour ta liberté. 11 heures. On rechante encore et encore. On chante Pékin et le Parti communiste. On chante la Chine de Jinping, celle de Mao. Midi. On mange. Sauf que on mange du porc. Tous les vendredis. Et là, on est vendredi. Sauf que le porc, c'est haram. Interdit quoi, chez les musulmans. Et que le vendredi, c'est le jour du Salat al-Juma. Autrement dit, the prière de la semaine. C'est donc un double blasphème pour la communauté musulmane. On est sur une réelle sévice psychologique. 14 heures. Et bah, je vous laisse deviner. On chante. Ah mais les mecs vont finir par créer une chorale, hein. C'est envisagé. 16 heures. 16 heures, l'heure de l'autocritique a sonné. Si on résume, les prisonniers doivent écrire sur une copie tous les péchés qui les ont amenés à être ici. Péchés du point de vue de la Chine, bien sûr. Cool. 18 heures. Dîner. Bon, une soupe à l'eau suffira, genre, faudrait pas manger trop gras. C'est mauvais pour la concentration, évidemment. 20 heures. Et c'est ainsi que la sombreur de la repentance arrive. Le noir des paupières closes ne laisse place qu'aux délires animés d'un cerveau en autodestruction. La bouche, en léger mouvement, ne déblatère que des mensonges. Il faut juste faire semblant et faire ça bien. Faire comme si on s'en voulait et qu'on méritait d'être là. Faire ça bien. 22 heures. C'est le moment où l'on peut se retrouver enfin en tête-à-tête avec son ami. Son seul ami d'ailleurs. Son fidèle destrier, j'ai nommé le journal intime, qui est ramassé et lu par les gardes bien sûr. Bref, minuit. Minuit marque la fin de la journée et la surveillance de ses compagnons de cellule. Ouais, parce que faudrait pas qu'ils deviennent potes en plus de ça, quoi. Non. Et cette journée, à l'instar de toutes les autres, se répète encore et encore. La souffrance accompagnant les détenus comme un vieux chien mouillé, se mêlant à l'inexorable ennui d'une vie qu'ils n'ont pas choisie. Bref, là, ton instinct de révolutionnaire français se réveille et tu te demandes mais pourquoi ils se rebellent pas, genre ? Déjà parce que le moindre écart est proscrit. On leur interdit à peu près tout ce qui est en dehors du cadre. Alors, quand un garde est pris d'une pulsion de violence, il va trouver n'importe quelle excuse pour remédier à son excès de colère. Privation de sommeil, torture, coups, viol ou encore chambre noire, croyez-moi, ça calme toute forme d'insurrection. Sans parler de ces cachetons qu'on leur refile comme à des animaux, qui, à force de prise, les plongent dans une certaine apathie, en plus de les condamner à l'oubli d'une ancienne vie, comme d'un rêve lointain. Mais aussi de ces vaccinations forcées, à cause desquelles les femmes ne pourront plus être mamans. Bref, tu l'as compris, c'est tendu. Bon, bah j'ai plombé l'ambiance générale, super. Mais ne soyons pas si pessimistes, car ne l'oublions pas, pour Pékin, il s'agit avant tout d'une formation. Et qui dit formation dit diplôme. Alors là, ça va y aller. Les soirées avec la MIF, avec les potes, les projets d'avenir. Non, pas du tout. Ça part en usine fabriquer des t-shirts et des téléphones pour des marques bien répandues en Occident, chez nous.
Chouette. Selon le député européen Raphaël Glucksmann, qui se bat contre l'esclavagisme ouïghour depuis 2018, il y aurait environ 79 marques accusées de bénéficier du travail forcé des minorités musulmanes en Chine. Comme je voudrais pas en oublier, je te mets en barre d'infos le lien vers la liste de la honte, où le nom des marques qui est publiquement dévoilé. Bref, après que notre cher Hazard soit jugé repenti de ses crimes absurdes et qu'il ait purgé sa peine dans ses ateliers abjects, il y sera peut-être comme certains avant lui renvoyé à son domicile, des années de disparition plus tard. Et c'est sous ses regards timides, ses poignées de main fugaces et sous ses bouches interdites, car ici le silence est d'or, qu'il devra apprendre à revivre dans le mensonge et dans la douleur que le Parti communiste chinois lui a infligé. Bon, c'est le moment où tu dis que c'est pas possible qu'il se passe ça en 2022, que les dirigeants de l'ONU et des autres pays auraient déjà dû sanctionner la Chine de Jinping. En vérité, c'est bien plus complexe que ça et la Chine est bien plus puissante qu'elle n'en a l'air. Car étant un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU et ayant placé ses meilleurs éléments en son sein, elle s'octroie la garantie de protéger ses intérêts grâce à sa super carte du droit de veto. En gros, elle a le droit de s'opposer à des lois ou à des questions trop gênantes. Ce qui ne facilite pas la tâche à l'ONU, car même si elle proposait des enquêtes sur le terrain, la Chine s'y opposerait inlassablement. Mais les choses commencent à bouger quand même au sein de l'ONU, car actuellement elle accuse la Chine de crimes contre l'humanité, dans un rapport publié il y a quelques jours seulement au moment où je tourne cette vidéo. Bref, la seconde stratégie chinoise tient en un mot, cupidité. Ouais, parce que n'hésitant pas à couvrir d'ors et de promesses les pays mis sur le banc de touche de l'économie mondiale, la Chine fait fort. Elle achète leur silence ainsi que leur honneur, évitant toute forme d'alliance qui lui serait alors défavorable. Et les conséquences se font sans appel. En 2020, 37 pays demandèrent des comptes à la Chine quand 46 la soutenaient. C'est un chaos technique. Au niveau européen, Glucksmann et son équipe notamment ne manquent pas de plaider la cause au Parlement européen et sur les réseaux sociaux où ils interpellent directement les marques, leur demandant publiquement d'arrêter d'avoir recours au travail forcé. Ayant une communauté très active sur Instagram, ils auront déjà gagné le combat face aux géants Adidas, Lacoste ou encore H&M qui se sont engagés à cesser toute activité avec les fournisseurs et sous-traitants impliqués dans ces affaires. La mobilisation paye et chaque voix compte, car il ne faut pas oublier que ceux qui ont le réel pouvoir, c'est nous. C'est toi, moi, ton coloc, ton pote, ton daron. Par le simple fait que nous sommes des consommateurs. Et si tu me dis aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire face aux entreprises qui brassent des milliards ? Je veux cet argent. C'est mon argent. 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 Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour ces gens, ces innocents ? Eh bah, prends 5 minutes pour ouvrir Ecosia et renseigne-toi sur l'industrie textile. En gros, quand tu ouvres un site de fringues, rends-toi dans l'onglet à propos, info ou entreprise et check leur niveau de transparence sur la façon de produire, les lieux de prod, le nom des fournisseurs ou encore même les matières utilisées. Et te laisse pas influencer par le greenwashing ou comment tourner de jolies phrases écrites en verte. Tu peux vérifier aussi les labels et les certifications, style GOTS, Ecotex ou Fairware. Ce que je te conseille aussi pour aider les Ouïghours, c'est de signer des pétitions que je te mettrai en barre d'infos. Ça peut paraître très anodin, mais c'est un des meilleurs moyens pour lutter aujourd'hui en montrant qu'on est au courant et qu'on est nombreux à s'en insurger. N'oublions pas cette phrase d'Axel Oxenstierna. L'ignorance est le plus grand des mépris. Et de manière plus tangible, tu peux te rapprocher d'associations d'aide aux réfugiés ouïghours ou de lutte pour les droits humains en règle générale. Je te mettrai aussi des organismes en barre d'infos. Et pour finir, renseigne-toi plus en détail encore. Cette vidéo traite du sujet en surface, mais elle n'est qu'une partie de l'équation. Le meilleur moyen de lutter, c'est le savoir et la transmission. Alors parle-en autour de toi. Les grands changements ont demandé du temps. Ils ont demandé du courage, de l'audace et des larmes. Ces changements, on les doit à tous ceux qui un jour ont osé dire haut et fort non. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. En ce moment même, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir.